Comme à notre habitude, grande interrogation. Sénégal, procès en appel pour diffamation, Sonko, les leaders qui dérangent, nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le mardi 18 avril de l'an de grâce 2023. Bienvenue à toutes et à tous sur Panafricaniste TV. Et c'est Parole panafricaniste qui démarre. Le procès en appel d'Ousmane Sonko a été renvoyé au 8 mai prochain. Prévu ce lundi, le procès en appel de l'opposant sénégalais jugé pour diffamation a été renvoyé au 8 mai prochain. Ses avocats avaient dénoncé la rapidité avec laquelle la justice avait fixé une nouvelle audience. Le procès en appel pour diffamation contre l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a donc été renvoyé au 8 mai prochain. A annoncé d'ailleurs ce lundi au tribunal de Dakar le juge Amadi Diouf. M. Sonko devait être jugé en appel pour diffamation contre le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang, un responsable du parti présidentiel. Ce dernier lui reprochait d'avoir déclaré qu'il avait été épinglé par un rapport d'une institution de contrôle pour sa gestion, d'un fonds pour l'emploi des jeunes. Sonko Ousmane a été condamné le 30 mars à 2 mois de prison avec sursis et doit verser 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts au ministre. L'opposant conserve cependant son éligibilité pour la présidentielle de 2024. Selon ses avocats, les précédentes convocations de l'opposant avaient provoqué des heurts entre les partisans et les forces de sécurité. Ce lundi 17 avril, l'opposition n'avait pas appelé à manifester. Ousmane Sonko ne s'est pas rendu au tribunal, mais le quartier où est situé son domicile était quadrillé par les forces de l'ordre. Ça, il faut également le rappeler. Autre signe qu'il faut également souligner, mesdames, messieurs, autre signe du climat politique tendu, Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général du parti présidé par Ousmane Sonko, a été arrêté vendredi dernier. Dans la soirée, après avoir posté un message sur Facebook critiquant la célérité excessive, selon lui, de la procédure dans le procès en appel de Ousmane Sonko, et ses supporters accusent d'ailleurs le pouvoir de Macky Sall d'instrumentaliser la justice pour l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2024. Comment peut-on arrêter quelqu'un qui a juste fait un post sur Facebook? Nous nous interrogeons encore. Le parti présidentiel accuse de son côté Ousmane Sonko de vouloir paralyser le pays et de se servir de la rue pour échapper à la justice. En mars 2021, il faut également le rappeler, la mise en cause de Ousmane Sonko dans une autre affaire de viol présumé et son arrestation sur le chemin du tribunal avait contribué à déclencher les plus graves émeutes depuis les années dans le pays. Elles avaient d'ailleurs fait au moins une douzaine de morts. Le procès n'a pas encore eu lieu. Président Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, reste muet sur ses intentions au sujet de la présidentielle de février 2024 pour laquelle une vingtaine de candidats se sont déjà déclarés. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce mardi matin. Sénégal, procès en appel pour diffamation. Sonko, le leader qui dérange. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Jonathan Batengene. Il est enseignant à l'université de Douala. Il est sociologue. Il est notre invité. Jonathan Batengene, bonjour. Bienvenue à vous. Bonjour mon frère Ngoz. Bonjour à tous les milliards de téléspectateurs qui nous regardent et tous ceux-là qui croient en ce combat, qui croient en la victoire, qui continue d'acter dans le sens de la victoire, d'agir dans le sens de la victoire. Nous saluons leur engagement et nous nous disons toujours très confiants, car nous la voyons de plus en plus se dessiner, avec beaucoup de réalisme, mais également l'enthousiasme de tous les Africains. Eh bien, Jonathan Batengene, le procès en appel pour diffamation contre Ousmane Sonko a été renvoyé au 8 mai prochain. Je vais commencer déjà par cette question. Ousmane Sonko est un leader qui dérange du côté du Sénégal? Oui, il dérange naturellement. Il dérange. Il fait clivage. Il est dans l'épreuve du feu. J'aime appeler ça l'épreuve du feu au Sénégal. Si vous avez regardé l'histoire entre Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, c'était pratiquement cette histoire-là. Vous regardez Abdoulaye Wade et Macky Sall, c'est aussi cette histoire. Mais c'est la particularité de l'histoire au Sénégal, c'est que ça s'écrit au sein de la France-Afrique. C'est ça la particularité. Ils ont toujours une épreuve de feu. Et avec Macky Sall, ça a un peu changé.
dans le sens où ce n'était plus simplement la France qui avait la main mise sur le géopolitique sénégalais, c'est les États-Unis qui ont fait intrusion. Et d'ailleurs, l'adoubement de Macky Sall s'est fait en 2008, avec la visite de Barack Obama, je crois entre 2011 et 2008, je crois bien. Donc, il a rendu visite pour la première fois, le chef d'État américain arrivé là-bas, et il a présenté le Sénégal comme le Ghana, en tant qu'exemple de démocratie en Afrique. Pourquoi? Parce que pour eux, le modèle des alternances était ainsi consacré comme modèle ultime et absolu même de la vie politique africaine. Et l'alternance devrait passer par des simulacres de lutte politique. On va martyriser son opposant, on va cinématiser le rapport de force avec lui, lui-même va crier au martyr, il va décrier le pouvoir en place, mais quand il arrive, on change d'équipe, mais on recommence la même chose. Donc, Macky est arrivé. La bouteille change, mais le produit reste le même. Le contenu est le même. C'est le contenant qui change. Donc, Macky est arrivé. Macky, lui, il a même eu envie de se départir de ceux qu'il avait fabriqués. Il a voulu couper la tête à Yanama. Oui. Et voilà ce que ça a donné. Ça a fabriqué Sonko. Donc, Sonko dérange parce que justement, il émane de ce système où les États-Unis ont le contrôle, veulent prendre le contrôle total du Sénégal. Et lui également est dans l'épreuve du feu de la vie politique sénégalaise. C'est regrettable que ça dégénère ainsi. C'est regrettable que les choses prennent cette tournure. Oui. Qu'on serve et qu'on tourne le peuple sénégalais en bourrique dans une histoire où il n'a pas véritablement la capacité de contrôler son historicité, c'est-à-dire ses mécanismes de changement historique. Et ce peuple est finalement pris en otage par les données géopolitiques qui gouvernent leur pays. Ces enjeux, beaucoup de Sénégalais ont fermé les yeux dessus. Beaucoup, et c'est l'une des particularités, je vais expliquer ça par un élément. Vous savez, quand la colonisation, avant les indépendances, la colonisation battait son plein avant les indépendances, le Sénégal avait un niveau d'intégration dans l'Union française qui était très, très élevé. Vous savez que la capitale de l'AOF, c'était à Saint-Louis, au Sénégal. Et la France a toujours utilisé le Sénégal comme le miroir de sa colonisation en Afrique de l'Ouest. On peut dire même en Afrique, hein. Parce que même nous, les Camerounais, on a dépendu du Sénégal à un moment, dans la mesure où notre classe intellectuelle, quand ils avaient le bac et qu'ils voulaient faire des études dans le domaine de la médecine, beaucoup allaient continuer leurs études au Sénégal. C'est là-bas qu'on formait les infirmières, c'est là-bas qu'on formait les premières années de médecine. Et puis après, ils étaient reversés, pour ceux qui voulaient continuer, ils allaient maintenant dans la métropole. Donc le Sénégal était cet intermédiaire nécessaire entre les autres esclaves, ou bien les autres colonies et la France. Et cette position d'intermédiaire a été continuée par Léopold Sédar Senghor, qui lui-même a eu le pouvoir, est devenu président de l'Union française et était représentant là-bas. Ça a été continué par Léopold Sédar Senghor. C'est au nom de ça qu'il a cassé la fédération du Mali, celle qui était avec le Sénégal et tous les autres. Il a cassé cette union. Il a travaillé à dissoudre les logiques panafricanistes qui étaient en cours. Il a, au profit de cela, érigé la négritude comme étant un courant de pensée, et c'est comme ça qu'il a introduit cette distraction africaine qui consiste à faire de simplement la poésie un élément du combat, alors que le combat est éminemment politique. Donc, Léopold Sédar Senghor a inauguré une nouvelle manière de collaborer. Il est devenu l'intermédiaire par lequel on peut combattre les Africains.
Et il a utilisé son pays et le rayonnement de son pays au sein de l'Union française pour le positionner comme étant un pays qui allait produire une intelligentsia particulière. On ne peut pas nier que c'est le pays de Cheikh Anta Diop. Donc, il y a eu effectivement des génies qui étaient clivants qui y sont nés, et Cheikh Anta Diop en fait partie. Il a été combattu. D'ailleurs, vous avez vu que son parti ne représente plus grand-chose. Oui. Aujourd'hui, ils ont carrément effacé ça. Et ce qui est resté, c'est ces partis qui sont des continuations de l'hégémonie néocoloniale. Parce que le parti de Cheikh Anta Diop fait également est venu justement entrer dans la coalition avec le parti d'Ousmane Sonko. Oui, mais c'est un parti qui n'a plus les éléments. C'est un peu comme l'UPC. Je vous voulais dire, si on vous dit que l'UPC du Cameroun a fait coalition avec un parti, ça n'a plus son poids. On les a dépossédés de toute leur substance. Et aujourd'hui, ce n'est plus que le nom qui reste. Ce n'est plus la même chose. Donc, c'est ce qui a été fait. D'ailleurs, l'ensemble des partis nationalistes dans l'espace francophone, c'est ce qu'on leur a fait. On les a vidés de leur substance. On ne laisse plus qu'une coquille vide. Donc, au Sénégal, voilà un peu le mécanisme. Et l'intelligentsia donc qui émerge au Sénégal a une manière particulière de se considérer. Elle se croit un peu le nègre de maison dans la division internationale du travail intellectuel en Afrique. Donc, elle se voit comme le nègre de maison, celui qui a accès au maître, celui qui mange les restes des plats du maître et qui a donc de ce fait plus de droits que les autres esclaves. Et c'est aussi dans cet état d'esprit qu'ils ont formé l'élite politique sénégalaise. Aujourd'hui, cette élite joue à fond le jeu de l'impérialisme occidental. C'est ce qu'on a remarqué. Bon, il ne faut pas aussi fermer les yeux sur le fait que Ousmane Sonko, depuis un temps, essaye de se rapprocher des mouvements nationaux, des mouvements panafricanistes. Oui. Est-ce que ce rapprochement... C'est ça qui dérange? Être panafricaniste? Si être panafricaniste dérange, je comprendrais que Monsieur Macky Sall lui-même ne chercherait pas à se rapprocher de ces mouvements-là, parce que Macky Sall aussi fait pareil. Mais on ne le voit pas vraiment devenir panafricaniste. Donc, la grande question, c'est est-ce qu'au Sénégal, on a une élite qui voit le mouvement panafricaniste comme une opportunité de redorer son blason sur le continent, ou bien véritablement une élite qui est engagée sur les voies du panafricanisme? C'est la grande question. Est-ce que Sonko est véritablement engagé à la lutte panafricaniste? Est-ce qu'il n'utilise pas ça comme un outil de marketing politique? C'est la grande question. Quand on regarde la communication dont il a bénéficié dans les médias du Quai d'Orsay, ça interroge. Ça interroge. Quand il s'agit des médias panafricanistes, Sonko envoie toujours son représentant. Pourquoi il envoie son représentant dans les médias panafricanistes et lui, il intervient sur les médias comme France 24 et RFI? Qu'est-ce qu'ils auraient de particulier? Plusieurs fois, nous avons posé les faits, disant, mais Sonko, avec tous les éléments de soutien qu'il a, nous voyons que c'est quelqu'un qui travaille pour le State Department. C'est ces militants qui ont parfois été les plus vigoureux dans leurs réponses. Mais au fond, pourquoi Sonko lui-même ne viendrait pas porter ce discours panafricaniste sur les plateformes panafricanistes? Il ne suffit pas de faire les photos avec quelques panafricanistes en vue pour dire qu'on est panafricaniste. C'est tellement facile. Une photo ne fait pas de vous un fils d'une famille. Vous vous filmez avec le père d'une famille, ça ne fait pas de vous l'enfant de la famille. C'est juste une image qui peut expliquer un rapprochement, mais qui peut aussi expliquer une démarche marketing. Donc, il faut que Sonko prenne de venir auprès des plateformes panafricanistes, qu'ils prennent d'échanger avec les personnalités panafricanistes et même les leaders d'opinion panafricanistes sur ce qu'il entend être son projet.
qu'ils le défendent auprès des publics panafricanistes. Allez jérémiader à RFI et France 24 pour ce que Macky Sall fait. Nous n'en voyons pas la pertinence. Pas de pertinence. Je prends un exemple. Quand vous regardez les luttes qui ont porté ces derniers temps en Afrique, vous prenez le cas du Burkina Faso. Vous avez vu un jour Ibrahim Traoré au départ de sa lutte qui était à la France 24 RFI. Quand il a pris le pouvoir, ils ont tout fait pour l'avoir. Mais après, c'est lui qui a fermé ça. Vous avez vu le colonel Assimi Goïta aller se pointer à France 24 RFI pour se justifier de sa politique, ou bien pour dire je combats le Quai d'Orsay, ou bien pour se plaindre de l'embargo de la CEDEAO. Il ne l'a pas fait. Si vous regardez la dynamique des mouvements panafricanistes, chaque fois qu'un panafricaniste est profondément ancré dans les dynamiques panafricanistes, il évite les mécanismes de communication du Quai d'Orsay, il évite les éléments de collusion, c'est ainsi qu'on appelle cela, les éléments de collusion avec l'ennemi. Parce que pour nous, autant la jeune française représente un danger avec sa mafia organisée en Afrique qu'on appelle la France-Afrique, autant les mécanismes de communication du Quai d'Orsay ne doivent bénéficier d'aucune légitimité et d'aucun élément de légitimation de notre part. Aller y communiquer, c'est leur conférer justement la légitimité de parler des problèmes des Africains. Ce que nous combattons éminemment, nous panafricanistes. Pourquoi un panafricaniste irait légitimer la parole ou la communication des médias du Quai d'Orsay? Donc, c'est une contradiction peut-être que dans sa communication, il ne prend pas en compte, mais il devrait donc la prendre en compte. Parce que pour nous, c'est une préoccupation majeure. Les publics occidentaux ne sont pas sensibles, les Sénégalais ne sont pas en France. Il y a une forte diaspora là-bas, mais sénégalais. On nous fait quand même savoir, hein, Jonathan Batengene, que RFI, France 24 sont seulement vus sur le continent africain. Est-ce pour cela que certains hommes politiques y vont justement pour s'exprimer? Bon, si vous y allez, après quand vous allez fermer ça lorsque quelqu'un d'autre y ira, quelle sera la cohérence? Allez savoir. Vous voyez que c'est contradictoire. Ça peut cacher des allégeances entre des individus. Un homme politique doit rester dans la cohérence de ses idées. Nous disons que France 24, RFI, c'est des médias mensonges. S'ils me proposent une interview, je ne vais pas accepter. Ce n'est pas parce que je ne trouve pas qu'ils émettent pas en Afrique. Ils émettent. Il y a des gens qui écoutent ça. Il y a des gens qui se disent que bon, il y a peut-être des choses à glaner là-bas et puis bon. Mais je n'irai pas là-bas. J'ai les plateformes sur lesquelles nous communiquons. Nous sommes dans un combat civilisationnel. Et ce qui dit combat civilisationnel veut dire que les mécanismes de diffusion de la civilisation sont très, très importants pour celui qui les porte. Donc le leader qui a plus conscience des enjeux du combat ne peut pas prêter sa voix à n'importe quoi et à n'importe qui. Il y a ces éléments de communication. Il y a, au-delà des discours sur les plateformes des réseaux sociaux, avec une volonté de récupérer ou bien de s'approprier le discours panafricaniste, il y a que beaucoup de sonkistes ne sont véritablement pas dans une logique de rupture avec la France-Afrique. Je prends le cas de ceux qui sont dans le Parti socialiste de Wade. Beaucoup d'entre eux sont restés socialistes. Vous savez ce que ça signifie, socialiste? Ce n'est pas une affaire qui est née en Afrique. Il y a l'international socialiste, dont les gens sont affiliés. Sonko n'est pas de l'Aïwad. Son principal allié, qui est le maire de Dakar, il est socialiste. Aujourd'hui, son poids lourd à Dakar, c'est un socialiste. Comment il va assumer cette contradiction avec ses alliés?
Son combat porte beaucoup de problèmes. Peut-être qu'il croira que nous en avons après. Non, on ne peut pas en avoir après lui. Il s'agit d'une démarche qu'il est en train d'adopter. Professer le panafricanisme, ce n'est pas tout. On a vu au Mali des opposants qui, avant l'arrivée du colonel Goïta, ils nous racontaient des affaires du genre le franc CFA, il faut rompre avec. Mais nous tenons des témoignages de ceux qui les accompagnaient hier, qui nous disent que lorsque finalement Assimi Goïta prend le pouvoir et que Assimi Goïta tient dans ce discours qui était si cher à leurs yeux, c'est eux qui faisaient les remarques à leurs partisans que non, moi je le faisais pour des logiques politiciennes. Je n'avais jamais pensé parce qu'en fait, ceux qui me tiennent, c'est la France. Ça existe. Nous le savons tous. Si les Sénégalais ne le savent pas, qui se renseignent auprès des Maliens, ça existe. Ces opposants, les Maliens les connaissent. Ça existe. Ils sont nombreux. C'était pas un, ils étaient peut-être 4 qui faisaient ça. Au Burkina, il y a beaucoup qui criaient à la France, à la France. Ils étaient les premiers à envoyer Nestor Podasé en prison. Parmi ceux qui crient à la France, ils étaient nombreux. Dit que le petit là, il est vraiment c'est un génocidaire. Non. Donc, il ne suffit pas de dire stop France CFA, stop. On a vu ces discours apparaître chez beaucoup d'individus qui n'avaient pas de conviction panafricaniste. Nous disons que nous constatons auprès de Sonko la montée d'un discours panafricaniste, ou du moins l'appropriation d'un discours panafricaniste, une tentative d'appropriation. Puisqu'il s'agit d'une tentative d'appropriation du discours panafricaniste, il faut donc adopter également la démarche panafricaniste. Jonathan Matengene, il faut quand même dire que le 30 mars dernier, Ousmane Sonko a été condamné à 2 mois de prison. On va le dire comme ça, 2 mois de prison. Il a versé 200 millions de francs CFA de dommages. C'est quand même un peu trop. Bon, il a mobilisé 500 millions. Hein. C'est quelqu'un qui a des soutiens. Il faut voir ça. La scène politique sénégalaise, elle est beaucoup plus complexe. Oui. Au Sénégal, il y a les confréries dans leur islam. Ils ont un islam soufi très développé. L'islam soufi, c'est un peu comme on peut dire dans le christianisme, le pentecôtisme. C'est un islam qui s'inspire des pratiques, qui s'inspire de la pensée de Ali, du côté mystique de la vie de Ali. Ali qui était le cousin de Mohammed et son gendre, qui est devenu son gendre. Donc l'islam soufi a un côté mystique très poussé. Et par exemple, dans l'islam mouride, parce que la Mouridia, c'est l'une des confréries, et c'est la confrérie même qui adoube généralement les chefs d'État, mais ici, ils se sont fait battre par la Tarkia, les Tariq de là où le nouveau président Macky Sall. C'est dans cette confrérie qu'il est. Donc, les confréries ont une grosse influence au Sénégal. Ils ont un grand pouvoir. Oui, ils ont un grand pouvoir. Par exemple, les Mourides contrôlent carrément le marché de l'arachide. On les appelle les seigneurs de l'arachide. Donc, quand vous entendez l'économie sénégalaise repose sur l'exportation d'arachide, c'est les Mourides, ils tiennent ce pan de l'économie. Les Mourides ont leur marabout, mais pas au sens où nous l'entendons parfois, c'est-à-dire celui qui est guérisseur traditionnel, non. Au sens de l'islam, c'est-à-dire celui qui est chargé de l'éducation des plus jeunes, celui qui fait c'est lui qui leur apprend à réciter le Coran. Il les éduque, on les lui confie. Les talibés, ils viennent apprendre chez lui. Donc, chez les Mourides, ils ont aujourd'hui un contentieux avec Macky. Donc, au-delà de la lutte que nous voyons, il y a une autre lutte derrière. Oui. Il y a une lutte qui est une lutte des grandes confréries. Il y a ceux qui veulent encore aujourd'hui que Macky Sall reste, et d'autres qui l'ont vomi, oui. Il y a d'autres qui l'ont vomi. Mais maintenant, il y a une autre lutte qui est au-delà des confréries.
Cette lutte, c'est la lutte des cercles ésotériques et oligarchiques qui tiennent le Sénégal. Alors, dans les cercles ésotériques et oligarchiques, nous pouvons dire que c'est vrai. À un niveau, Sonko, il n'est pas introduit dans certaines sphères. Il n'est pas dans les cercles ésotériques, oligarchiques. Alors, il se trouve que dans les deux cercles ne veulent pas de Sonko. Peu importe, ceux-là, même s'ils sont mourides ou donc, il faut mettre tout en œuvre pour l'écarter de la présidentielle 2024. Voilà. Ceux-là, ils ne veulent pas. Et déjà, il a, pour faire son livre, pour gagner sa popularité, quand il a fait le livre, il a touché certains. Le livre sur la corruption, il a touché certains. Donc, ceux-là, ils sont calés sur leur position. Vraiment, il ne faut pas que ce petit qui ne maîtrise pas les leviers du pouvoir viennent au pouvoir. Donc, ces groupes, même s'ils n'adoubaient plus Macky Sall, parce que ces groupes aussi ont un contentieux avec Macky Sall. Mais ces groupes, même s'ils n'adoubaient plus Macky Sall, se disent qu'il est le moindre mal. Et ces groupes aussi font pression pour tenir Sonko à distance. Donc, il y a une sociologie politique qui est en cours au Sénégal, qui est un peu plus complexe que ce qu'on voit. Ce n'est pas une simple affaire de Sonko panafricaniste contre Macky France-Africain. C'est beaucoup plus complexe. Il y a d'autres enjeux derrière. Il y a des enjeux, mais c'est des enjeux, quand vous les regardez, c'est des enjeux qui sont adossés sur les intérêts néocoloniaux. Pour terminer avec vous, Jonathan Watengene, il faut quand même le dire haut et fort. On nous a appris depuis la nuit des temps que le Sénégal était un pays démocratique parce qu'il y a l'alternance. Est-ce que l'alternance, c'est la démocratie? Les Sénégalais même peuvent vous répondre si vous voyez qu'ils sont dans la rue. Je crois que si ils sont dans la rue, ils ont les couteaux, ceux qui sortent, ils expriment leur ras-le-bol d'une gouvernance. Le Sénégal est certes un pays qui a connu sur le plan infrastructurel un développement assez fulgurant. Mais est-ce que la démocratie, c'est les infrastructures? C'est la grande question. C'est les infrastructures. À ce niveau, on pourrait dire que non. Le niveau de vie des Sénégalais semble élevé, mais le taux d'inflation aussi est très élevé. Le Sénégal fait partie des pays où la vie est la plus chère. C'est le pays d'Afrique où la vie est la plus chère. Dakar est la ville la plus chère d'Afrique. C'est un classement récent. La démocratie, c'est de vous donner du bling au détriment des conditions matérielles optimales d'existence. En d'autres termes, sur la démocratie, c'est le paraître riche. Si c'est ça la démocratie, oui, le Sénégal semble riche. Je poserai donc ma dernière question. Est-ce que le peuple sénégalais aujourd'hui a le pouvoir? Puisqu'on nous a dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Je veux donc savoir, est-ce que le Sénégal aujourd'hui, les Sénégalais, dans leur grande majorité, ont le pouvoir? Non, ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir. Le Sénégal n'a pas le pouvoir. Le Sénégalais n'a pas le pouvoir. Le Sénégal, c'est géré par la France. C'est pas moi qui le dis. Hein. Les Sénégalais, d'autres vont vouloir être malhonnêtes, aller même injurier, c'est bien. Mais ils doivent être honnêtes. Qu'ils regardent autour d'eux. Qui regarde, qui contrôle le Sénégal? Qui contrôle le Sénégal? L'économie, qui la contrôle? C'est la France. Les Sénégalais, avec la complicité des élites sénégalaises, celle-là que Senghor a érigée comme étant... Fabriquée. Oui, les intermédiaires avec les colons. Cette élite est tellement fière du statut qu'elle a atteint qu'elle a trahi la souveraineté du Sénégal. Et tant que cette élite ne va pas renier ce modèle qui lui profite essentiellement, parce que vous allez voir que quand il y a une mission des Nations Unies, on va prendre un général sénégalais, on met à la tête. Quand il y a une mission, quand il y a un organisme des Nations Unies, on va prendre un Sénégalais, on met à la tête de cette affaire. Quand il y a N'est-ce pas la tare de tous les pays francophones?
C'est pas, je veux pas dire de tous les pays parce que voilà le Mali qui est francophone et qui s'en sort. Oui. Voilà le Burkina qui est en train de, voilà le Centrafrique. C'est dans ces pays-là. Voilà. Oui, ces élites existent. Mais justement, je ne peux pas attribuer ça aux populations. Les élites, beaucoup d'élites ont trahi à cause du confort. Et c'est Frantz Fanon qui l'explique bien dans Peau noire, masque blanc. Il dit que tellement on a la volonté de singer le blanc que dans nos mécanismes de déploiement de la nouvelle élite, la nouvelle élite se comporte comme les nouveaux maîtres. Et cette élite est toujours prête à aller se compromettre auprès des anciens maîtres contre la liberté de leurs frères. C'est ça le problème du Sénégal. Nous, ce que nous pouvons faire comme invite à Ousmane Sonko, c'est que s'il a une démarche sincère, s'il est mu par de véritables aspirations panafricanistes, qu'il ait le courage de remettre ce modèle de gouvernance en question, non pas seulement dans le discours, mais dans sa démarche. Qu'il ait le courage de discuter avec ceux qui sont ses alliés politiques actuels, qui eux sont encore dans cette démarche-là. Qu'il ait le courage d'adresser le problème profondément avec eux. Parce que le Sénégal qui doit émerger, il ne faut pas que ce soit une surprise pour tout le monde. Il faut que eux tous sachent que nous nous engageons à rompre avec un modèle, le modèle senghorien qui était un modèle de traîtrise. On espère qu'ils vous ont suivi. Jonathan Matenguele, merci. C'est un plaisir, mon frère Goss. Nous espérons que le peuple sénégalais, qui est résolument aujourd'hui en train de prendre le cours du panafricanisme, et qui d'ailleurs, c'est un des peuples pionniers parce que Cheikh Anta Diop, c'est quand même l'intellectuel par excellence qui a ouvert les grandes voies de l'égyptologie nouvelle dans la perspective panafricaniste. Nous croyons que ce peuple qui a des capacités de reconstruction et de reconstitution de son identité impressionnantes saura être en alerte et saura se montrer tout à fait à la hauteur de notre demande. Ousmane Sonko, qui veut être un leader panafricaniste, ou bien qui se présente comme tel, devrait incarner la rupture. Il faut qu'il ait le courage de la rupture. Il faut qu'il se présente dans la rupture. Il faut qu'il intègre sa dynamique dans la rupture. Les interviews de France 24, RFI, tout ça. Il faut qu'il oublie ça. C'est fini. Merci. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.